Bonsoir tout le monde. On m'a demandé de vous parler d'un sujet artistique. Je sais que parler de l'art à des ingénieurs ou des futurs ingénieurs est une gageure un peu hasardeuse. Je vais quand même m'y essayer en espérant vous intéresser. Cela suppose qu'il va falloir pendant quelques minutes vous soustraire de vos habits de technicien et de les remplacer par un habit de citoyen, simplement, de citoyen qui a une relation avec la société, qui s'intéresse aussi aux choses de la création, qui sont les choses artistiques. J'avais prévu initialement de vous parler du rôle des médias dans le changement du monde et ce qu'ils sont en train de produire comme changement dans le monde. Et en fin de compte, j'ai compris que c'était un sujet plus sensible et à la limite, je suis heureux de ne pas avoir choisi ce sujet parce que parmi nous, il y a quelqu'un qui pourrait en parler mieux que moi, qui est un vrai professionnel des médias. Et donc, j'ai préféré changer et vous parler de la relation entre l'art et la société de consommation. Je vais me proposer de prendre ce sujet à partir d'un angle qui paraîtrait un peu archaïque, mais on va comprendre très vite quel est l'intérêt de le prendre de cette façon-là. Nous savons que d'abord, le mot art a une relation étroite avec le mot artiste, avec le mot artisan avant. Et nous savons que ceux qui ont le plus créé dans le domaine de l'art, c'est d'abord les artisans qui avaient une relation, qui développaient des idées à partir d'une relation manuelle entre l'homme et la matière et à partir d'une transformation de cette matière. Regardons ce qui se fait, ce qui se faisait, ce qui se fait encore et qui donne des résultats artistiques, des développements de la transformation de la matière, des idées qui se créent à partir d'une matière, pas à partir d'une idée. Je voudrais m'arrêter une minute pour rappeler que, avant que l'art devienne une création spirituelle, il a d'abord été une création manuelle. L'homme a d'abord créé une matière, il a créé un objet avant de passer au stade, après les siècles de lumière, les siècles de la Renaissance, où l'art est devenu une expression de l'esprit et non plus une expression de la main. Évidemment, cette évolution a fait appel à des interventions d'intermédiaires et puis à des commercialisations de ces produits artisanaux. On va passer très vite sur ce que cela a engendré. Le rôle des intermédiaires, la commercialisation, et puis le siècle des Lumières est arrivé, le siècle de la transformation est arrivé, et on a commencé à transformer ce produit artisanal en produit industriel, et puis pour le mettre à disposition du consommateur. Là, les choses vont commencer à se corser un peu et vont commencer à devenir intéressantes. Lorsqu'une création est une création pure, interne, qui se passe soit entre les mains d'un individu, soit dans la tête d'un individu, elle se limite à sa propre expression. À partir du moment où elle commence à rencontrer un public, elle va devenir autre chose. Elle ne va plus rester une simple création, elle va devenir un produit que tout le monde peut s'approprier, que ce soit un produit, une matière, que ce soit une idée, que ce soit n'importe quelle forme de création. Les choses ont commencé à s'industrialiser, et puis les formes d'expression artistique, évidemment, se sont multipliées également. Nous ne sommes plus dans un simple objet, nous sommes dans différentes formes d'expression. On va essayer de... Et puis, nous allons rentrer dans une relation un peu névrotique entre le créateur et la société qu'il a en face de lui. Pourquoi j'appelle cette relation névrotique? Parce que, à partir du point de vue du créateur, lui souhaiterait ne pas avoir de relation avec qui que ce soit. Lui souhaiterait créer et livrer. Lorsqu'il livre, lorsque son produit devient accessible à la société, eh bien cette société va commencer à jouer un rôle dans cette création. Et cette création ne restera plus une simple création pure dans la tête de quelqu'un ou entre les mains de quelqu'un, mais elle va produire une relation
Je vais essayer, bon, quelles que soient les formes, que ce soit de la peinture, du décor, du dessin, des estampes et d'autres. L'intervention de la technologie va accentuer cette relation. Excusez-moi, j'ai l'habitude de l'appeler névrotique, on me reproche souvent. Pourquoi je la qualifie de névrotique? Parce que je trouve toujours que quand elle se met en face d'un public et qu'elle n'est plus propriété du créateur, elle crée, à partir d'une unicité d'idées, elle crée une pluralité de lecture, et cette pluralité de lecture crée évidemment cette névrose, parce que la lecture est en pluriel, parce que l'interprétation est en pluriel, que chacun va lire cette œuvre d'art à sa manière, et que souvent, ces lectures vont s'entrechoquer entre elles, vont être conflictuelles entre elles, et bien tout cela crée ce rapport que moi j'appelle névrotique. Oui, les différentes autres formes d'art, l'architecture, l'intervention de la technologie. Ah, d'accord. Voilà, l'intervention de la technologie, c'est très bien ça. Et cette expression artistique devient, enfin, elle est subordonnée à la demande du public. Allez, on va essayer d'activer la technologie, contrôle de l'expression, orientation par la télé, très bien. La demande du public devient elle-même créatrice d'art. Pourquoi? Parce que la multiplicité, la diversité de ce public ne va pas correspondre à l'unicité de création de la part d'une personne. Et cette création, cette réflexion va devoir se mettre à la disposition de la demande. Et la demande, on le sait, elle est très diversifiée, elle est orientée, il faut répondre à cette demande, et elle crée ce rapport névrotique entre le créateur et sa société de consommation, qui l'étouffe à un certain moment. Parce qu'il ne se sent plus libre de faire ce qu'il a envie de faire, comme il a envie de faire. Il sait qu'il doit répondre à une demande. Et donc, cette expression artistique devient contrôlée et non plus libre. Vous savez, quand on raconte dans notre jargon cette fameuse phrase qui devient une litanie maintenant, liberté d'expression, moi, sincèrement, je le livre avec beaucoup de sincérité. Je dis que c'est quelque chose qui est utopique. Quand on parle de liberté d'expression comme ça, dans l'absolu, moi j'estime que c'est de l'utopie, parce que j'estime qu'il n'existe pas une seule personne aujourd'hui dans le monde qui peut se livrer à lui-même et créer exactement ce qu'il a envie de créer, comme il a envie de le créer, dans un temps T, dans une société T, dans une phase d'évolution du monde T, et sans tenir compte de tout cet environnement externe. Évidemment, ça crée plusieurs profils d'artistes. Vous voyez bien que parmi les 4 qualificatifs que je lui donne aujourd'hui, il n'y en a aucun qui s'appelle libre. Il y a d'abord l'artiste prisonnier, prisonnier de ses idées, prisonnier de ce qu'il doit faire. Évidemment, l'artiste rebelle, qui lui, je sais qu'on en a une parmi nous ce soir, et ça fait plaisir de la voir. Le commerçant, ne l'oublions pas, celui qui ne se soucie de rien et qui veut absolument vendre sa matière ou ses idées, et celui qui s'adapte. Moi, je dis souvent que, pour ne pas dire la totalité, la quasi-majorité des artistes d'aujourd'hui et des expressions artistiques d'aujourd'hui, c'est ce qualificatif qui est le plus adapté à eux. Ce sont des artistes qui s'adaptent à leur environnement, qui s'adaptent à leurs demandes, qui s'adaptent à leur société, qui s'adaptent à ce qu'on leur demande de faire. Cette demande, son problème, c'est qu'elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas libre. Cette demande qui augmente, elle se diversifie, elle oriente et elle dicte. Vous voyez un peu le cheminement. Aujourd'hui, j'ai une simple demande, je veux que vous me créiez un tableau de peinture, je veux que vous me créiez une histoire de fiction sur un personnage que j'ai envie de voir. Okay,
Mais demain, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'écouter un autre type de musique, j'ai envie de voir un autre type de peinture. Eh bien, cette demande qui va se développer de façon anarchique, indépendante de la création, va, elle, commencer à dicter le travail de l'artiste. Cette demande qui devient énorme, Pardon. Parce que ce besoin de la société commence à devenir hybride, non stratifié, non codé, complètement hétérogène d'un milieu à un autre. Je peux vous citer quelques exemples très banals. La demande d'un public qui se trouve dans un pays comme le Maroc, ou dans un bourg dans un pays comme le Maroc, va être diamétralement opposée à celle que va demander le gars qui habite à Stockholm ou la nana qui habite au Zimbabwe. Cette diversité de demandes, cette diversité de caractéristiques de demandes va faire que le créateur, celui qui veut faire, qui veut, entre parenthèses, comme on est en train de crier sur tous les toits aujourd'hui, être un créateur du monde, un artiste mondial, universel, etc., ce qu'on nous réclame à tous, doit tenir compte de l'attente de la nana du Zimbabwe, du mec de Stockholm et du bourg de la région du Haut-Atlas du Maroc. Trouver la connexion entre ces différentes demandes et à partir de là, créer une œuvre devient quelque chose de quasi impossible. Sinon, il va être obligé de s'orienter, de s'adapter, donc de se soumettre, de se subordonner à la demande de la société. Et comme ça, il va essayer de chercher cette conciliation entre son expression artistique et cette demande de la société. Pardon. Qu'en sera-t-il demain? Je vais encore vous livrer avec beaucoup de sincérité ce que je ressens et ce que je pense. Je pense que ce problème va s'accentuer encore plus. Je pense que nous allons perdre de plus en plus de liberté d'expression. Je pense que nous allons être obligés de plus en plus de répondre à une demande. Et je pense que nous allons accentuer cette relation un peu névrotique, un peu conflictuelle entre la création et la société de consommation. Nous savons qu'il y a un certain nombre de formes d'expression qui sont en train de disparaître et en contrepartie, nous voyons une progression énorme, énorme, énorme. Est-ce qu'on se rappelle de cela? Est-ce que vous pensez que demain, on aura encore des expressions comme celle-ci? Personnellement, je ne le pense pas. Ou comme celle-ci, ou comme c'est. Et par contre, on aura probablement des expressions comme celle-ci. Je veux terminer, je ne veux pas être long, je veux finir par vous livrer un sentiment sur lequel je travaille depuis maintenant une dizaine d'années et qui est un vrai sentiment de conflit entre moi et moi-même. Dois-je être totalement libre dans ma façon de faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire, ou dois-je répondre à une demande? Et là aussi, je vous le livre avec beaucoup de sincérité. D'année en année, je sens le poids de la société encore plus lourd contre moi, qui ne m'accompagne pas et qui m'oblige à répondre à cette demande de cette société, entre parenthèses, de consommation et qui consomme de l'art. Voilà, il faudra peut-être diminuer le pouvoir des intermédiaires, il faudra peut-être avoir des rencontres directes entre le public et l'artiste, il faudra peut-être avoir une multiplication des tribunes d'expression artistique pour permettre à cet artiste non plus d'être obligé de répondre, mais d'aller directement vers une relation avec son consommateur. Merci beaucoup.